Bonsoir et puis merci pour cette belle invitation. Et c'était l'occasion de visiter le dôme que j'avais traversé il y a longtemps quand j'occupais Sciences et Sociétés. Et là, évidemment, avec les guides les meilleurs qu'on puisse avoir. Et c'est vraiment une belle réussite. Et d'avoir été un peu entretenu du futur projet qui s'annonce ici, c'est quand même hyper prometteur. Et j'espère que mes collègues et moi-même, nous aurons l'occasion, évidemment, de participer d'une manière ou d'une autre à cette belle aventure. Alors ce soir, je vais vous parler donc de ce regard de l'humain. Alors depuis 25 ans, beaucoup m'accusent d'avoir contribué à nier l'homme ou à déconstruire l'homme, ou on me traite de sociobiologiste. J'ai jamais vu où était l'insulte, enfin bref. Et pour quelle raison? Ben justement, qu'est-ce qui reste de l'humain? C'est cette caractéristique tout à fait particulière de se demander qu'est-ce que l'humain. Et depuis combien de temps, ça j'en parlerai dans un instant, depuis combien de temps nous nous posons la question qu'est-ce que l'homme ou qu'est-ce que l'humain? Ce sont des modes d'interrogation fondamentaux qui essayent de donner un sens à notre vie ou une signification à notre existence. Donc ontos, c'est l'être, la notion de l'être, évidemment, en philosophie, surtout une partie de la métaphysique. Pour la plupart des personnes qui sont dans cette salle, que nous soyons croyants ou pas, là n'est pas la question, nous sommes les héritiers de cette double pensée qui vient du bassin méditerranéen, à gauche la pensée chrétienne et à droite la pensée grecque. Or, comme j'aime à le dire très souvent, à peine sommes-nous sortis de l'utérus maternel, nous baignons dans un utérus culturel dans lequel nous allons apprendre une langue et un récit des commencements. Ces récits des commencements du monde, qu'on appelle les cosmogonies, donc la formation du monde, à ne pas confondre avec les cosmologies, qui sont les constructions scientifiques des commencements de l'univers. En tout cas, c'est les mêmes idées, ce sont deux réponses différentes. Derrière cela, les cosmogonies sont universelles. Il n'existe pas une seule population, alors notamment ici, dans ce pays, où il y a des Amérindiens ou les Natives Americans, etc. Évidemment, vous connaissez plus qu'en Europe la confrontation de la diversité de ces récits des origines. Donc nous sommes des êtres de représentation et nous percevons le monde à travers ces mythes. Claude Lévi-Strauss avait très bien dit, ça a été mal perçu d'ailleurs par beaucoup de personnes, les mythes ne sont pas des récits scientifiques. Évidemment, ils sont beaucoup plus anciens que la science. Il n'y a que les créationnistes pour croire que c'est un récit scientifique. Ça, c'est leur problème. Donc, non, mais l'autre fois, j'étais à la mairie de Paris, il y en a deux devant moi, là. Ils me disent, on vous a écouté, monsieur Pic. Oui, merci, c'est gentil. Il est dit dans les textes sacrés que l'homme est fait d'argile. Pouvez-vous prouver le contraire? Je leur dis, vous savez, tous les jours, quand je prends ma douche, je ne pars pas dans les tuyaux avec l'eau. Donc, alors le deuxième a voulu poser une question, il ne le dit pas avec lui, il est préparé. Donc, non, voilà, faut pas. Et pourtant les mythes sont importants, bien sûr, on en a besoin. Donc dans ce propos, c'est pas un réel mythe, c'est qu'il ne faut pas confondre les modes d'interrogation du monde entre les mythologies, les philosophies, les religions, les sciences, qui peuvent se retrouver sur les mêmes questions, bien sûr, mais c'est pas la même façon de répondre. Et quand on essaye de confondre tout cela, ça va pas très bien. Donc nous sommes des êtres de représentation, de culture, et nous avons des langues. Comment ça se répartit tout ça? Voilà grosso modo trois façons de percevoir le monde. La plus courante, c'est celle du haut, le fixisme. C'est-à-dire le monde tel que nous le connaissons a toujours été comme cela. Donc c'est une pensée qui dit que le monde est stable, notamment c'est le principe de création. Le monde n'a pas bougé depuis le début. Ou alors le monde revient toujours au même point, ce qu'on appelle les révolutions du globe. Alors vous savez qu'aujourd'hui, j'aime beaucoup les journalistes, mais des fois ils ne sont pas très cultivés. Quand en France, il y a eu cet immense remaniement ministériel d'il y a 6 mois, qui n'avait rien bougé, Christine Lagarde, très maligne, dit « Si, c'est révolutionnaire ». Alors tous les journalistes disaient « la lutte finale ». Non, c'était pas ça. Révolutionnaire, ça veut dire revenir au même point. Voilà, vous voyez comme quoi... Donc la pensée grecque, la pensée hindoue, effectivement, ou les révolutions du globe de Cuvier, Georges Cuvier, l'auteur des théories des catastrophes, c'est que ça revient au même point. C'est les fameux cycles, les avatars chez les hindous, etc., etc. Donc ça aussi, c'est un mode de pensée qui est le plus répandu.
Le transformisme, ça c'est plutôt l'idée à laquelle nous avons été tous éduqués depuis le 19e siècle, enfin le 18e surtout, et mise en œuvre au 19e, que le monde se transforme, mais que l'homme en a la maîtrise. C'est-à-dire c'est l'illusion que l'humain a la capacité de maîtriser son devenir à travers les connaissances, les sciences et les techniques. Et de fait, on dira qu'il y a eu évolution, mais cette évolution est dirigée vers l'homme, que l'homme est sa finalité, ce qu'on a appelé l'hominisation. Donc là, on se remet au centre du cosmos, parce qu'il y a une caractéristique de tous ces récits, chers amis. Et c'est ça le propre de l'homme, bien sûr, c'est que nous racontons une histoire du commencement du monde, mais c'est nous qui la racontons, donc nous sommes au centre du cosmos, bien sûr. Si j'étais un pigeon qui était venu devant vous, je vous raconterais une cosmogonie de pigeons. Sauf que je suis un homme, donc voilà. Et puis, que vous le vouliez ou non, alors là, de toute façon, la nature, elle s'en fout de votre opinion. Vous êtes dans le monde du bas, c'est-à-dire un monde dans lequel, évidemment, il y a du changement et dans lequel interviennent des notions de hasard et de contingence. Et ça, nous n'aimons pas du tout. Mais pas du tout, du tout, du tout, du tout. Et c'est ça, la révolution darwinienne. La révolution darwinienne qui nous dit que, alors que tous nos récits des origines, nos récits sur le progrès, nos récits qui visent évidemment à faire que l'homme puisse être libre et maîtriser tous ces enjeux sur son devenir, notamment face à la nature, Darwin nous dit, attention, il y a des facteurs que nous ne maîtrisons pas. Et ça, évidemment, ça va être une rupture fondamentale dans la pensée occidentale et aussi mondiale. Or, c'est très intéressant, et vous allez voir ce qu'est l'humain. C'est que, par exemple, les relations de proximité entre les hommes et les grands singes, c'est-à-dire gorilles, chimpanzés, orang-outans, bonobos évidemment, on sait en Occident, parce que les Africains le savaient avant nous, que les chimpanzés, notamment, nous ressemblent énormément. Donc en termes de ressemblance, parce que sur les murs en haut, là, vous avez Charles Linné, etc., depuis le temps qu'on observe, qu'on compare et on classe, c'est-à-dire qu'on appelle la systématique, la systématique, c'est la démarche scientifique qui consiste à observer, comparer et donner des classifications, ordonner la nature. Et à partir de là, on sait très bien que les grands singes sont les plus proches de nous dans la nature actuelle. Mais dans la première vision du monde, tout en ayant la même relation de proximité, j'insiste, on dira, vous avez la phrase en rouge, l'homme est à Dieu, ce que le singe est au diable. C'est de Martin Luther. Je peux vous dire que les singes s'en sont pas remis. Dans la vision que vous avez connue, que moi j'ai apprise aussi, quand j'ai commencé mes études, on dira l'homme descend du singe, mais cachez ce singe que je ne saurais voir. Donc ce qui fait qu'on m'a dit des tas de choses sur les singes, mais en fait, et ça c'est quand même typiquement humain, surtout de la culture occidentale, c'est-à-dire on a énoncé des tas de choses sur ce qu'est l'humain et le propre de l'homme, mais sans jamais aller voir ce qui se passe chez les grands singes, tout simplement. Donc on dira l'homme descend du singe et puis basta les singes. Et dans la troisième vision, on dira non, toutes les espèces qui nous entourent sont tout aussi évoluées que nous, c'est-à-dire elles ont toutes la même histoire. Toutes les espèces qui sont sur cette terre, que vous preniez des micro-organismes, des plantes, l'homme ou les chimpanzés, tous nous avons une histoire qui remonte à 4 milliards d'années. Et ça c'est Darwin qui l'avait vu en premier une fois de plus. Derrière cela, quand vous êtes dans la vision du milieu, il y a toujours quelqu'un qui me dit « Mais enfin, monsieur Pic, pourquoi le singe n'a pas évolué ?» Ricanement des babouins dans les savanes. Non, les chimpanzés sont récents, l'homme est récent, le loup d'aujourd'hui c'est pas celui d'hier, le cheval pareil et toutes les autres espèces. Et là on dira que l'homme et le chimpanzé, et non pas le singe cette fois, ont un dernier ancêtre commun. Et vous voyez comme quoi c'est intéressant, parce que dans les trois cas on a la même relation de proximité, mais trois façons radicalement différentes de comprendre cette relation de proximité. Donc c'est de là que nous allons partir à la recherche de l'humain. Alors les révolutions scientifiques, je n'ai pas le temps d'en parler. Alors évidemment, il y a une phrase de Freud, on n'est pas sûr qu'il l'ait d'ailleurs jamais écrite, mais je crois que c'est dans l'introduction à Malaise dans la civilisation. Il dit, au cours de l'humanité, les sciences ont infligé 3 blessures à l'amour-propre de l'humanité, en démontrant que nous n'étions pas au centre de l'univers, donc Kepler, Copernic, Galilée, Newton. La deuxième, en montrant que nous n'avons pas fait l'objet d'une création particulière. Ça, c'est Darwin, toujours pas digéré. Et la troisième, c'est Freud qui dit, effectivement, moi n'habite pas en sa demeure, donc c'est la psychanalyse, c'est la découverte de l'inconscient. Alors Freud se met évidemment dans la lignée, comme quoi l'ego, c'est consubstantiel à la psychanalyse. Bon. Freud, il écrit ça en 1839, ou alors il est mort en 1839, je ne sais plus. Enfin bref. En ce moment, on s'occupe beaucoup de Freud avec Michel Onfray, donc on s'amuse bien. Bon, bref.
plus sérieusement, dans cette affaire-là, si Freud revenait sur cette terre, parce que Freud connaissait très très bien Darwin, ceci dit, il connaissait très bien l'ethnographie à l'époque, donc le Freud de la jeunesse était absolument étonnant, il reviendrait sur terre, Freud il serait surpris de constater ce que vous savez aujourd'hui, le retour des formes de créationnisme et de fondamentalisme religieux. Parce que les sciences, évidemment, c'est un mode d'interrogation du monde, matérialiste, universel, qui, évidemment, va intervenir récemment dans l'histoire de l'humanité et de la pensée et tomber sur des questions auxquelles déjà les religions et les mythes avaient répondu. D'où, évidemment, les difficultés. Alors, le programme scientifique moderne, parce qu'évidemment, il ne faut pas croire qu'il n'y a que l'Occident qui est scientifique, hein, mais en tout cas sous sa forme moderne, bon, c'est la révolution galiléenne, et avec les principes épistémologiques, René Descartes à gauche, Francis Bacon à droite, avec l'idée que l'homme doit être maître et possesseur de la nature. Alors ça va donner au départ ce qu'on appelle la théologie naturelle dans le monde réformé, ou la providence dans le monde catholique. De croire que les sciences se sont développées contre la religion, il faut arrêter avec ce genre de bêtises. Évidemment, Giordano Bruno a eu de gros problèmes. Vanini aussi, mais Galilée s'en sort plutôt pas trop mal, alors que même qu'il n'a pas été très habile. Et l'idée des gens comme Newton quand même, c'était qu'en effet, le rôle des sciences était de décrire le génie du créateur à travers les lois des mathématiques, à travers la physique de Galilée, qui met dans la modélisation mathématique, évidemment, les phénomènes naturels, et les mathématiques, c'est le monde des idées, c'est le monde de Platon, c'est Dieu. Voilà. Donc, tout ça, ça marche très bien. Ce qu'on appelle la théologie naturelle, John Ray, donc il y a John Ray là, qui est inscrit là-haut, il y a William Paley également dans cette affaire-là, et tout va dans le meilleur des mondes possibles entre la religion et la science. C'est pour ça que j'ai mis cette gravure de Pangloss à gauche, le docteur Pangloss dans Voltaire, qui dit qu'on est dans le meilleur des mondes possibles, jusqu'à l'origine des espèces de Charles Darwin. Charles Darwin écrit en 1844 à son ami John Hooker « Je me fais l'effet d'avouer un meurtre ». Quel est ce meurtre? Eh bien, c'est le meurtre de la métaphysique occidentale. Parce que Darwin comprend en effet que tout ce que nous sommes, même pour nos capacités mentales, est issu d'une histoire naturelle qu'on appellera l'évolution. Et là, évidemment, ça va être une rupture fondamentale. Darwin est le plus grand accident de la pensée occidentale à cet égard, toujours pas digéré à l'heure actuelle. Alors, il ne l'a pas fait exprès, enfin si, il fait exprès d'inventer dans sa science, mais il constate ce meurtre qu'effectivement, la logique de sa démarche l'amène à contrarier cela. C'est pour ça qu'il va attendre 20 ans pour publier. Alors, au départ, tout se passe le mieux possible, dans le meilleur des mondes possibles. C'est-à-dire que l'humain, il fait quoi, l'humain? L'humain, il décrit le monde en fonction de ses croyances. Et là, vous avez Charles Linné, qui est inscrit sur la gauche là-haut, enfin à droite pour vous. Et Linné, donc, va observer, comparer, classer, mais avec les Jussieu, le nom est là aussi, les Tourneforts, le nom est là aussi. Il y a de très bons petits restos à Paris, dans ces rues, hein, au passage. Et Charles Linné, fils de pasteur suédois, je peux vous dire, pas du genre à plaisanter avec les textes sacrés. Et il considère la nature comme un temple divin, c'est pour ça que Buffon dira perfinement « Dieu a créé, Linné a classé ». Pour Linné, évidemment, la nature est un temple divin. Donc vous voyez, ces soi-disant oppositions au sens religion sont quand même assez ridicules. Ça ne s'est pas toujours passé comme cela, loin de là. Alors vous voyez, dans ce magnifique bazar qu'on appelle la biodiversité, à cette époque-là, il y a un engouement pour les choses de la nature, ce qui nous conduit au biodôme et à tout ce qui se passe ici, bien sûr. Et dans tout cela, c'est des cabinets de curiosité jusqu'à ce qu'on commence à trouver un système, d'où le nom de systématique. Et la systématique est une science fondamentale. On ne peut rien comprendre, même aux origines de l'homme, sans la systématique. C'est la science fondamentale. Et vous voyez, ça part de considérations qui ne sont pas du tout anti-religieuses. Et nous sommes au XVIIIe siècle, et là, c'est fondamental. Rendez-vous compte, le hasard de l'histoire, au moment où les philosophes des Lumières, notamment en France, mais aussi en Écosse, parce que quand même, les Français sont toujours assez arrogants pour dire que les droits de l'homme, il n'y a qu'eux, ce qui fait doucement marrer quand même les Hollandais et surtout les Anglais. Derrière cela, en 1758, Linné est le premier à donner une définition de l'homme. C'est-à-dire que jusque-là, l'homme, c'était une évidence face à son créateur, et dans toute cette affaire, l'homme était... celui qui est cultivé, qui a des habits, qui a des coutumes, on trouve Montesquieu, etc. Et, c'est intéressant, il n'y a quasiment aucune description anatomique de l'homme dans la définition de Linné de 1758. Et pourtant, c'est là que nous tirons notre nom d'Homo sapiens. Linné a cette idée absolument géniale de donner deux noms latins aux espèces qu'il décrit,
comme le latin est une langue morte, ça ne peut pas trop évoluer. Donc c'est là que nous avons notre nom Homo sapiens. Les chimpanzés, enfin à l'époque ils ne les appellent pas comme ça, mais c'est Pan troglodytes. Pour les bonobos, c'est Pan satyrus. Et ça, c'est absolument génial, parce qu'effectivement, je vous donne un exemple, les Japonais, l'école japonaise d'éthologie, donc du comportement, notamment sur les singes, est une très très grande école. Et il y a des macaques au Japon. Vous savez, les connaissez, hein, on les voit sur des photographies. L'hiver, ils passent l'hiver le cul, pardonnez-moi, dans une source d'eau chaude, ils ont de la neige sur la tête. Je les appelle les singes Rikazaraï, mais enfin bon, c'est pas... faut connaître, pardon. Alors, Rikazaraï, c'est une vieille folle qui considérait qu'on pouvait se soigner que par des bains de siège. Ouais. Donc voilà, c'est pas du japonais. Et donc, la règle, en tout cas depuis Charles Linné, c'est que dans tout article scientifique, quelle que soit la langue dans laquelle vous écrivez, vous vous exprimez, dès que vous parlez de ces macaques japonais, vous mettez le nom en latin, c'est Macaca fuscata. Eh bien, vous vous rendez compte, ce gars-là, il a inventé le moteur de recherche avant Google. Ben oui, parce que vous prenez un texte en japonais, vous voyez Macaca fuscata, vous faites traduire le papier. Moi, je ne lis pas le japonais, je ne suis pas comme vous. Donc c'est absolument génial. Vous voyez, l'idée est là. Donc Linné, c'est un type absolument fabuleux. Mais par le plus grand des hasards, au moment où notre modernité se concrétise dans ce qu'on appelle les Lumières, où on se sépare de la société de droit divin, en tout cas pour l'Europe, et arrivent les chimpanzés et les gorilles. Enfin, les orang-outans, pardon. Les gorilles viendront plus tard. Or, les pauvres gars n'ont rien demandé, vous imaginez bien. Et au moment où Rousseau, Montesquieu, Diderot s'interrogent sur les limites du genre humain, c'est pas mince, hein. Derrière, c'est l'interrogation sur les droits de l'homme, tout de même, nos démocraties, hein, le libéralisme aussi d'une certaine manière, arrivent les grands singes. Et c'est pour ça que vous avez cette gravure de droite, où vous avez devant un chimpanzé qui ressemble étonnamment à un bonobo, à côté un orang-outan, et derrière le bon sauvage. À l'époque, et Rousseau le rappelle, enfin, Lévi-Strauss le rappelle à propos de Rousseau, pardonnez-moi, décide de mettre les chimpanzés dans le genre humain. Parce qu'on ne connaît pas les limites du genre humain. Donc on ne veut pas prendre le risque. Donc voilà une démarche du type « qu'est-ce que l'humain ?» qui, d'une manière étonnante, au moment où s'identifie ce qui fait les fondements de nos démocraties modernes et de nos droits de l'homme, eh bien, à cette époque-là, les grands singes pénètrent dans la sphère de l'humain. Or, hier soir à l'UQAM, je donnais une conférence sur les droits des animaux par rapport aux droits de l'homme. Eh bien, à cette époque-là, vous voyez, la question était, je ne dis pas résolue, mais en tout cas, était envisagée de manière extrêmement moderne. Alors, nous on fait partie de l'ordre des primates, qui veut dire les premiers, et je ne rentre pas dans les détails sur ce que sont les primates, et plus particulièrement, une grosse partie des primates qu'on appelle les singes. Et oui, mesdames et messieurs, il va falloir quand même qu'on sache, l'homme ne descend pas du singe, nous sommes des singes. Mais pas le singe des philosophes, pas l'animal des philosophes qui n'a aucune définition. Les singes, et je vais très vite, c'est 5 doigts au bout des membres, tous terminés par des ongles, le premier plus court de phalange qui s'écarte et qui permet d'attraper les branches. Et surtout, on est plus singe par notre crâne, à défaut de croire que nous ne sommes pas des singes dans notre crâne. J'explique. Les singes ont un gros cerveau que domine une face courte. Vous allez dire, une seconde, les babouins. Oui, alors les babouins ont réacquis un museau très long parce qu'ils ont de grosses canines pour draguer les babounettes. Alors, écoutez les gars, là, ceux du sexe masculin comme moi, vous pouvez essayer de vous faire greffer des canines, ça ne marche pas chez nous. Hein. Il y en a qui y croient. D'ailleurs, au passage, François Mitterrand, quand il essayait d'être président de la République en France, il avait de grandes canines. Votez pour moi. Et son orthodontiste lui a dit, on va raboter les canines, et il est devenu président de la République. Comme quoi, vous voyez, ça vaut le coup. Non. On ne se rend pas compte à quoi ça tient la politique. Hein. Non. Et donc, les singes ont un cerveau qui domine une face courte, les yeux juste de part et d'autre de la racine du nez, ce qui nous permet d'avoir une excellente vision binoculaire avec un traitement, ça c'est le hardware, mais le software est hyper compliqué. Derrière cela, vous ouvrez la bouche d'un babouin, d'un macaque, d'un chimpanzé, etc. Il y en a une centaine, 30 dedans, 2 incisives, une canine, 2 prémolaires, 3 molaires, depuis 32 millions d'années, mais ça, j'aurais pas le temps d'en parler. Et puis surtout, les singes ont un visage. Ils ont le milieu ils n'ont pas de gueule, ils ont une face, et le milieu du visage est dépourvu de poils. Bon, quelques exceptions, Karl Marx, Moustaki, et quelques bûcherons québécois. Voilà, non, mais sinon... Et donc,
au milieu de ce visage, nous avons un vrai nez, alors que tous les autres mammifères ont une truffe. Et on a perdu les longs poils qu'on appelle les vibrisses. Ce qui fait qu'on a un nerf, le nerf numéro 7, qui est dédié aux mimiques. Nous nous reconnaissons par les traits du visage. Et vous savez que nous n'oublions jamais un visage. Vous retrouvez un ami 20 ans plus tard, etc. On n'oublie jamais un visage. Alors nous sommes des êtres très sociaux, mais comme on vient tous dîner, je peux me permettre j'ai droit à une petite grivoiserie. Ils disent jamais non. Hein. Quand un chien rencontre un autre chien, vous savez comment ça se passe, hein, il planque tout. La queue est baissée, il planque les parties génitales, il planque la gorge, il planque les viscères, etc. Ils se reconnaissent par derrière, et si ça va bien, ils négocient par devant. Donc moi, si je peux me permettre, pour nous, pardon, c'est exactement l'inverse. Si on rencontre les autres, comment ça va? Donc vous avez la face, la gorge, la poitrine, les viscères et les parties génitales face à l'autre. Vaut mieux avoir les codes, hein. Donc nous sommes des êtres extrêmement sociaux, avec des tas de codes, des mimiques, etc. Donc les singes sont extraordinairement sociaux. Bon, évidemment, ces descriptions, Linné ne l'avait pas, surtout la grosse bêtise que je viens de dire, mais voilà, on fait partie de ce groupe. Alors, Linné, en fait, il décrit un monde stable, le monde tel qu'il a été donné par le Créateur. Et avec Buffon et bien d'autres, hein, je ne vais pas citer tout le monde, la découverte du temps profond, c'est-à-dire d'un temps qui dépasse les hommes, qui est toujours contesté aujourd'hui par les créationnistes, donc le temps, le gros trouvier de la nature, l'idée que les paysages peuvent se modifier, etc. Buffon est un des premiers modernes, parmi d'autres, ils ne sont jamais tout seuls, mais il y en a qui sont un peu plus grands que d'autres, commence à dire que le monde a changé. Alors, ça bouge beaucoup dans les Lumières françaises, et ça bouge aussi chez les Lumières écossaises, que l'histoire française évoque assez peu, puisqu'en effet, et ce n'est pas un hasard, chers amis, en France, les Buffon, les Diderot, les Montesquieu, les Rousseau, tous ces gens-là se connaissaient fort bien. Quesnay, eh bien, ils connaissaient très bien Adam Smith, Erasmus Darwin, etc. Et vous avez c'est normal, parce que vous avez, à la fin du XVIIIe siècle, les personnes qui travaillent sur l'idée de changement dans la nature, ça va donner l'évolution, dans la politique, ça va donner nos démocraties, et dans l'économie, ça va donner donc la révolution industrielle, etc. Donc, tout ça, c'est le même creuset, et tous se connaissaient, évidemment. Et là, vous avez donc Matthew Boulton, Jess Watt, le Club de la Lune avec Erasmus Darwin, ces gens qui créent notre modernité. Alors, c'est intéressant parce qu'évidemment, tout ceci est accompagné d'autres visions du monde. Parce que ce soir, je veux vous parler, c'est la façon dont nous, les humains, nous voyons le monde, comment nous l'interprétons à travers nos représentations et comment nous sommes le fruit, comme diraient les Allemands, du Zeitgeist, donc de l'esprit du temps, et c'est exactement de ça dont il s'agit. Donc ça n'arrive pas à conscience, ça arrive aussi dans la société, tout ça, évidemment, s'interpénètre. Donc c'est le cadre de la révolution industrielle, et dans cette affaire-là, vous avez un jeune garçon qui embarque pour un magnifique voyage en 1831 dans les mers du Sud, il s'appelle Charles Darwin, et évidemment, ce voyage change le monde, et comme le dit un ami, à propos du voyage de Charles Darwin, il dit « Les voyages forment la Genèse ». C'est Patrick Thor. Alors, quelles sont ces théories de l'évolution? Donc la théorie de l'évolution l'est, parce qu'il n'y a pas la théorie, c'est une théorie du changement dans la nature. Comment se font ces changements dans la nature? Alors, celle que vous connaissez, c'est Lamarck. Vous allez voir que Darwin, souvent, vous ne connaissez pas très bien. Enfin, sauf pour ceux qui sont dans cette affaire-là. Lamarck est un immense génie, c'est lui qui invente le terme de biologie. Lamarck, avec Bernardin de Saint-Pierre et puis un autre qui m'a échappé, est un de ceux qui fondent notre Muséum national d'histoire naturelle dans sa version moderne, en 1793, si je ne me trompe, et le grand établissement dont j'ai l'honneur d'être un des administrateurs, donc j'en suis très très heureux. Et Lamarck est un muséum, c'est la maison de Lamarck. Et Lamarck, donc, va reprendre, vous allez voir ce qu'est l'humain. C'est que même quand on est en sciences, on avance objectivement dans les connaissances, mais on va se référer toujours à nos croyances et à nos références communes. C'est ça l'humain. Et là, vous avez sur votre gauche l'échelle naturelle des espèces, que vous lisez sur le schéma de gauche à droite en descendant les lignes, et puis vous descendez, vous passez du unicellulaire au pluricellulaire, 2 couches de tissu, 3 couches de tissu, dipoblastique, tripoblastique, pour ceux qui connaissent, et puis vous voyez, vous avez quoi là? L'échelle naturelle des espèces d'Aristote. L'échelle naturelle des espèces d'Aristote, un peu plus complétée. Donc un schéma ancestral lié à nos croyances. Et en bas à gauche, vous avez qui? Cet abruti qu'on n'a jamais trouvé, qui s'appelle le chaînon manquant. Lamarck est celui qui invente le terme de biologie en 1802, ça veut dire que les sciences naturelles sont dégagées de la théologie naturelle, c'est quand même énorme. Et voici la théorie de Lamarck, dont la parabole, c'est l'histoire de la girafe, parce qu'une girafe arrive à Paris,
Et on sait que tous les mammifères n'ont que 7 vertèbres cervicales. Alors comment les girafes ont fait pour avoir un cou aussi long? Alors voici, Lamarck est un génie qui dit que les espèces ont tendance à se perfectionner, mais ça ne va pas se faire tout seul. Ça va se faire à la rencontre des facteurs de l'environnement, et donc cette dialectique facteur interne, facteur externe, c'est la clé de l'adaptation. Donc Lamarck va donner le principe de l'évolution, enfin plutôt l'occurrence de la transformation des espèces. Aujourd'hui, évidemment, on sait un peu mieux comment ça se passe, mais je peux vous dire que l'adaptation, il faut quand même attendre Stephen Jay Gould et puis la génération actuelle de chercheurs pour mieux comprendre ce que c'est. Hein. C'est extrêmement compliqué, ces mécanismes de l'adaptation. En attendant, ce qui est important, ce n'est pas du vitalisme. Hein. Le vitalisme est une idée philosophique qui dit que les espèces ont tendance à évoluer par elles-mêmes, hein, ce qu'on appellerait quasiment une transcendance. Quoi. Hein. Non, il ne s'agit pas de ça. Hein. Les espèces ont tendance à se perfectionner, mais ça se fait à la rencontre des facteurs de l'environnement. Donc c'est scientifique, matérialiste. Alors, il était une fois l'ancêtre des girafes qui avait un cou plus court. Donc, la couronne des arbres devient plus haute. Il faut bouffer. Donc, par une sorte de bodybuilding inconscient, les ancêtres des girafes allongent leur cou, c'est ce qu'on appelle la fonction crée-l'organe. Et donc, à partir de là, les ancêtres des girafes acquièrent un caractère nouveau qui est un cou plus long, qui sera transmis à la génération suivante. Et l'évolution est une accumulation d'acquis, ce qui est d'ailleurs une notion qui est très marquée dans certains domaines de nos sociétés. La conservation des acquis. Donc, ça, c'est quand même très moderne. Alors, vous allez me dire, il se fout de nous, quoi. On est venu ici au jardin botanique pour écouter sa girafe qui allonge son cou. OK. Et ça, vous le gobez tous. Le couillon, qu'il y a 6 millions d'années, se retrouve à droite, la forêt dans le dos, la savane devant lui, et qui se dit, si je me redresse, j'aurai l'air d'un homme. Et pourquoi vous le gobez, ça? Ben parce que ce sont nos mythes. C'est l'échelle naturelle des espèces que vous voyez dans tous les schémas. Et quand c'est la girafe qui allonge son cou, tout de suite, votre raison vous dit hey, il se fout de nous, ce gars. Et quand on vous parle de ce couillon qui se redresse au bord des savanes, hein, d'un coup de rein audacieux qui va amener la domination de l'homme, nous l'attrapons tous. J'ai mis 10 ans à sortir ça des programmes scolaires. Ben, nous sommes comme ça, nous les humains. L'humain, c'est ça, c'est cette nécessité de se raccrocher toujours à un ensemble de croyances communes, même si elles ne sont pas fondées scientifiquement, quoique la science ne fonctionne pas sur les croyances. Au passage, mesdames, la seule représentation à peu près correcte de l'évolution de la femme, c'est la seule. Parce que l'évolution de l'homme, c'est une affaire de mecs. Elles ont eu du mal à nous suivre. Et oui, c'est une idéologie aussi. C'est une vision qui nous vient de la mythologie, et vous n'avez quasiment jamais de représentation de l'évolution de la femme. Donc d'emblée, vous avez ici devant vous aussi une représentation également de la domination de l'homme sur la nature. Donc même les sciences ont participé de cela. Alors, la théorie darwinienne. Alors là aussi, les scientifiques ne sont pas tout seuls. Attendez, vous savez qu'en science, c'est une œuvre collective. Hein. Darwin est un génie au milieu de génie. Il y en a un autre, c'est Russell Wallace ici. Lamarck est un génie au milieu de génie. Einstein est un génie au milieu de génie. Quand vous êtes un génie tout seul, vous êtes chez les fous. Hein. Alors évidemment, il n'arrive pas tout seul. Comme dit le grand Newton, nous ne sommes que des nains assis sur les épaules des géants, c'est-à-dire qu'un scientifique n'existe pas sans les travaux de ses prédécesseurs et de ses collègues, bien évidemment. Moi, ce que je crains, c'est pas ce que je vous ai raconté tout à l'heure, les créationnistes, j'ai aucune difficulté face à eux. Ce que je crains, c'est mes copains, mes collègues. Quand je fais une mauvaise conférence ou un mauvais article, je me fais engueuler. Et c'est pour ça que la science, tant qu'elle ne dit pas la vérité, est bonne. Alors c'est quoi la sélection naturelle? Alors la sélection naturelle, il faut arrêter, ça n'a jamais été la loi du plus fort, ça n'a jamais été je suis un mâle costaud, je casse la gueule à l'autre mâle et je prends ses femelles. Il n'y a que les mecs pour croire ça. Ça n'a jamais été ça. La sélection naturelle a dit simplement une chose, mesdames et messieurs, que certains individus laissent une plus grande descendance que d'autres. Voilà, c'est aussi simple. Alors comment? C'est là que ça devient intéressant. La sélection naturelle repose sur 3 faits que jamais personne n'a contestés. Premièrement, chez les espèces sexuées, tous les individus sont différents les uns des autres. Deuxièmement, que les caractères qui nous différencient sont plus ou moins héréditaires. Donc les enfants ressemblent toujours en partie à leurs parents. Alors oui, des fois on m'objecte qu'il y a des enfants qui ne ressemblent pas à leurs parents, mais à mon avis, ça ne met pas la théorie de l'évolution en cause.
Troisièmement, si les individus se reproduisent sans limite, évidemment, parce que Russell Wallace et Charles Darwin avaient lu Malthus, c'est-à-dire que derrière cela, il y a trop d'individus par rapport aux ressources. Et donc à partir de là, vous allez avoir des phénomènes de sélection. En fait, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que nos succès entraînent les crises. Je me tue à expliquer ça aux entreprises, je me tue à expliquer ça dans nos sociétés, c'est que nos succès amènent à des crises. Ce n'est pas du moralisme, c'est comprendre comment ça se passe, l'évolution. Et donc, c'est ce qu'on appelle l'algorithme darwinien, ça fonctionne comment? Sur le couple variation-sélection. D'abord, on produit la différence, et ce n'est qu'ensuite que peut opérer la sélection. Mais la sélection ne va pas opérer tout le temps. Hein, des fois, je rencontre des managers, ça c'est mon dernier livre, ils disent, tu sais Pascal, on était super bons ces dernières années, on a super managé, on a vraiment été des cadors, pas meilleurs que nous. Sauf que maintenant, on a une crise, on a des problèmes. Je dis, attends mon coco, si tu es un babouin ou un chimpanzé ou un cercocèpe dans les forêts d'Afrique, et si les forêts tropicales fournissent des fruits en abondance, franchement, s'il y a à bouffer pour tout le monde, si vous mourrez de faim, c'est que vous ne méritez pas d'exister. Hein, c'est-à-dire que si le marché est porteur, s'il y a abondance, il n'y a pas de sélection. La sélection naturelle n'est pas une loi. Il n'y a pas de loi dans l'évolution. Il va falloir qu'on commence à comprendre cette théorie dans une pipe. Hein, c'est quoi une loi en physique? Si je prends ce micro et que je le lâche, je rassure la technique, je ne le fais pas. Je lâche ce micro, ça s'appelle une loi de gravitation universelle. Ça veut dire que la loi contient en elle-même son phénomène, on appelle ça une loi mnologique en épistémologie, c'est-à-dire que dès que vous avez des masses en présence dans l'univers, elles s'attirent. Donc c'est universel. Vous reproduisez le schéma, le phénomène se reproduit partout dans le temps et dans l'espace. C'est ça que ça veut dire, loi de gravitation universelle. Mais la sélection naturelle n'est pas une loi. Puisque si l'environnement va bien, tout le monde va bien. Mais il y a de plus en plus de fruits, toutes les espèces de singes vont se reproduire, donc on va bouffer de plus en plus de fruits, et au bout d'un moment, les arbres n'en peuvent plus. Et votre succès va entraîner, donc évidemment, une crise, ce qu'on appelle un goulot d'étranglement. C'est ça qu'il faut comprendre. Or, il se trouve que depuis Malthus, et Karl Marx était tombé sur Malthus, mais aussi la pensée de droite, en disant non, non, ça va, la nature est inépuisable, on peut faire tout ce qu'on veut, etc. Sauf qu'aujourd'hui, mesdames et messieurs, Malthus nous revient sur, évidemment, vous en savez quelque chose, hein, les morues ne se reproduisent plus, les ressources halieutiques ne se reproduisent plus, c'est-à-dire les poissons, les terres rares, les Chinois sont en train de tout acheter, etc. Nous retrouvons Malthus par où on ne l'attendait pas. C'est-à-dire que pendant un siècle, l'Occident a connu un développement extraordinaire sans connaître de rivalité, donc ça a très bien marché pour nous, sauf qu'aujourd'hui, hein, comme en France, oh, c'est à cause de la mondialisation. Tant qu'on exportait chez les Chinois, c'était bien. Maintenant qu'ils nous renvoient chez nous, c'est pas bien. Vous savez, moi je suis ancien joueur de handball, enfin vous, on va dire le hockey, pour prendre un sport viril. On marque un but, les autres contre-attaquent. Monsieur l'arbitre, il contre-attaque. Vous ne croyez pas qu'on est un peu puéril, hein? Donc, l'évolution nous dit que malheureusement, ça change tout le temps, et nous sommes aussi les acteurs de changement. Eh bien ça, nos mythes, nos sciences, nos idéologies, ces caractéristiques très humaines, ne nous ont pas préparés au changement dont nous sommes les acteurs. Donc, une fois de plus, je ne moralise pas, j'essaie de faire comprendre en quoi nous avons toujours évolution. Et c'est quand, évidemment, il y a restriction des ressources que vous allez avoir sélection. Alors, qu'est-ce qui fait que des individus se reproduisent plus que d'autres? Bon, d'abord, la chance. Je suis un super tyrannosaure. Personne ne m'emmerde. Je ramasse un météorite. Je rappelle que ce n'est pas Darwin qui l'a envoyé, parce qu'il y a un peu de paranoïa quand même dans tout ça. Bonne nouvelle, les dinosaures n'ont pas disparu, ils sont montés au ciel, ça s'appelle les oiseaux. Ben oui. Vous prenez une poule de Bresse et un tyrannosaure, c'est foutu pareil. Sauf que pour la chasse, le gavage et la cuisine, ce n'est pas tout à fait la même technique. Mais là aussi, il y a 2 fois plus d'espèces d'oiseaux que de mammifères. Mais comme nous sommes des mammifères, on a raconté l'histoire vis-à-vis de nous. Ça, c'est humain. Or, qu'il y a 10 000 espèces d'oiseaux à peu près, enfin de moins en moins, et les mammifères, il y en a 4 300 espèces, ça dégringole aussi à cause de nous. Bien. Là aussi, vous voyez, perspective quand même déformée. Donc la chance. Je suis un chimpanzé qui drague une chimpanzé. Vous savez, tous les mâles, quand ils draguent, ils sont un peu ridicules. Je suis désolé, les mecs, mais je suis pareil. Et donc, je suis là, en train de... et je tombe sur une branche pourrie. Bah, c'est fini pour ma libido ou mon succès reproducteur. Bon, voilà. Bien. Mais bon, plus sérieusement, ça intervient, bien sûr, mais c'est surtout les agents pathogènes, etc. Et à quoi sert la diversité? Vous allez comprendre maintenant pourquoi la biodiversité est si importante.
la diversité, tous nos caractères, et c'est ça qu'avait compris de manière géniale Darwin, c'est que toutes nos différences, chers amis, entre nous, sont une potentialité d'adaptation pour le devenir de notre espèce. Darwin est celui qui nous dit que nos différences sont une richesse. C'est fabuleux ça n'a jamais été dit. Alors si, en science en tout cas, évidemment, une partie de la pensée chrétienne, bien sûr, loue la différence, etc. Je ne suis pas en train de dire qu'il y a la science qui l'a dit, mais au sein des sciences, Darwin nous dit que la diversité, ça sert à quoi? C'est ça l'algorithme darwinien. Et aujourd'hui, il y a des médecins qui nous disent on est sorti de la sélection naturelle. Mais t'as rien compris, mon coco. On est en plein dedans. La médecine et ses réussites nous a laissé croire que c'était terminé. La grippe. La grippe. Si les Chinois, il y a 10 000 ans, n'avaient pas mis dans la même maison des anatidés, c'est-à-dire des oies et des canards, le réservoir naturel de la grippe, avec des cochons et avec les hommes et les femmes, jamais nous n'aurions eu le virus de la grippe qui a eu trouvé le temps de s'adapter. Il y a plein de virus, il y a plein de souches, comme vous le savez, dont tous les 2 souches, aviaires ou porcines, qui nous touchent. Les Chinois ont coévolué avec la grippe. Première guerre mondiale. Le monde entier vient se battre en France, notamment les Québécois, les Canadiens. Merci au passage quand même. Seulement, les virus embarquent et les virus déboulent dans cette population européenne qui est affaiblie par l'effort de guerre, et c'est la grippe espagnole, qui ne vient pas d'Espagne, elle a été décrite d'abord en Espagne. Et là, 50 à 100 millions de morts. Et donc les individus qui ne possédaient pas, par hasard, c'est ça qu'a compris Darwin, c'est ça la diversité, les individus qui ne possédaient pas par hasard le caractère résisté à ce virus de la grippe, évidemment que c'est par hasard, parce que le virus n'était pas là, c'est ça la différence avec la marque. Si vous êtes lamarckien, le virus arrive, vous gonflez votre système immunologique, et bien ça c'est la vaccination. La vaccination, c'est l'adaptation lamarckienne. Hein, on vous donne la maladie qui permet de résister quand on l'a identifiée. Mais dans la nature, ça ne se passe pas comme ça. Hein, sauf que la médecine a permis de pallier à ça en partie. Et donc, du coup, les individus qui ne possédaient pas par hasard ce caractère, et bien, malheureusement, s'ils ne se sont pas reproduits, sont éliminés. C'est la dure loi de la nature, si on peut parler de loi, la réalité de la nature. Et puis les autres se trouvent avantagés. Et la génération suivante, eh bien, la proportion d'individus, enfin la fréquence qui supporte le virus, eh bien, a augmenté. Et chez Darwin, ce n'est pas l'individu qui s'adapte, c'est la population. Donc Darwin, c'est une théorie du succès de la génération suivante. C'est un succès des générations futures, comme on dit aujourd'hui. Donc voilà ce qu'est cette théorie. Et vous croyez que c'est arrêté? Après, nous, on est en compétition avec le virus, qu'on appelle la coévolution, hein, ou la reine rouge, en référence à Lewis Carroll. Et ça n'arrête pas jusqu'à temps qu'il y ait un autre virus, etc., etc. Et ça n'arrête jamais. Ça n'arrête jamais. Donc voilà ce qu'avait décrit Darwin dans une version plus moderne. Alors, qu'est-ce qui permet de faire la variation? La sélection sexuelle, alors là aussi, je n'ai pas trop de temps d'en parler, mais bonjour les délires. Ce cher ami Boris Cyrulnik me dit un jour, viens dans les colloques de sexologie, ils sont fous. Je confirme. Vous avez un problème de sexualité, si vous consultez un sexologue ou une sexologue, surtout psychanalyste et surtout lacanien, c'est réglé. Vous ne faites plus jamais l'amour. Donc là aussi, variation. Nous sommes tous habitués à cette idée que la variation de nos systèmes immunologiques, on sait bien qu'on n'a pas la même résistance aux maladies, face à l'obésité, etc. Ça, c'est bien acquis aujourd'hui. Par contre, ce qu'on sait beaucoup moins bien, c'est que c'est pareil à tous les niveaux des organismes, et notamment les systèmes sociaux. Chez les singes, vous avez tous les systèmes sociaux possibles, des monogames, un mâle et une femelle, des harems. Alors quand je dis harem, tous les machos qui sont là, ils s'y voient, un mâle et plusieurs femelles. Non, ça peut être une femelle et plusieurs mâles. Là, voilà, c'est les femmes qui rient, là, les autres, ils rigolent moins. Des groupes multimâles, multifemelles, et tout ça, évidemment, c'est de la variation, et c'est la matière première de l'évolution. Donc Darwin disait toujours, même pour les capacités cognitives, et à l'époque, à la fin de la vie de Darwin, ce n'était pas possible encore d'aborder cela, même si John Romanesque commençait à le faire, il disait toujours, Darwin, variation, variation, variation. Donc Darwin, voilà, a toujours plaidé cette idée fondamentale que moins nous avons de diversité génétique, anatomique, morphologique, physiologique, cognitive et sociale, moins nous avons de chances de répondre à des changements de l'environnement auxquels des fois on ne peut pas s'attendre. Alors pourquoi il y a toujours évolution? Ben voilà, c'est ça qu'on a encore du mal à comprendre, parce que nous avons été tellement nourris
Et ils sont nécessaires, ces mythes, évidemment. Ils sont nécessaires, ces religions, ces croyances qui nous unissent les uns les autres dans un ensemble de références communes. Mais derrière cela, on voit bien que la difficulté, c'est que des fois, et ça c'est très humain, nous avons du mal à voir avec raison ce qui est autour de nous dans la nature. Comme le dit mon ami André Consponville, à partir de quel moment nous sommes capables de nous dire que nos croyances, nos convictions vont à l'encontre de notre raison? Eh bien c'est ça. Voilà les 3 raisons pour lesquelles il y a toujours changement, chers amis. Les catastrophes naturelles, eh oui, catastrophes naturelles, les volcans, les glaciations, qui sont réglées par les cycles de Mankiewicz. On connaît tout ça, on connaît très bien les lois physiques de mieux en mieux qui régissent ces phénomènes-là, sauf qu'on ne peut pas les arrêter. Enfin si, les Américains ont Bruce Willis. Nous, on a Fabrice Lucchini en France, c'est moins... c'est pas gagné, quoi. Donc, les activités solaires, etc. Bon, ben, le débat n'est pas récent, hein. Et au risque de vous surprendre tout à l'heure, dans le tableau que je vous ai présenté des 3 visions du monde, vous pouvez vous dire, ouais, ok, ça concerne que le passé, le monde fixe, le monde progressiste et le monde qui connaît ces mécanismes de l'évolution. Eh bien, si vous m'avez bien suivi, vous retrouvez exactement les personnes qui contestent l'évolution sont exactement les mêmes. Ces 3 groupes de personnes ou de pensées, vous les retrouvez vis-à-vis du développement durable, du réchauffement climatique et de la biodiversité. Ce n'est pas un hasard, chers amis, si les créationnistes du gouvernement Bush ou de l'ancien gouvernement australien n'ont pas ratifié les accords de Kyoto. Parce que pour eux, leur justification morale, c'est que toutes ces richesses ont été mises sur la Terre pour que l'homme puisse en jouir. Et ils sont tous associés en économie aux ressources naturelles, pétrole, gaz, mines, etc. Ce qu'on appelle le développement durable soft, c'est-à-dire progressiste, est représenté en France par des gens comme Luc Ferry et Claude Allègre qui disent « ouais, ok, mais nous sommes de plus en plus maîtres et possesseurs de la nature, donc peut-être qu'aujourd'hui on touche aux ressources non renouvelables, mais que grâce à nos techniques et au progrès, demain les générations futures pourront mieux en profiter que nous. » C'est ce qu'on appelle le développement durable soft. Et aujourd'hui, les gens qui essayent d'insister sur le fait qu'attention, ce que nous faisons aujourd'hui conditionne le jeu des possibles demain. Et c'est si on a compris ce qu'est l'évolution, vous comprenez pourquoi on a besoin de la biodiversité maintenant, vous comprenez pourquoi on a besoin de la diversité des cultures humaines. Parce que plus nous éliminons la diversité des espèces naturelles et domestiques, d'ailleurs, dont on ne parle quasiment jamais, et aussi la diversité culturelle, moins nous aurons de chances de répondre à des enjeux de notre avenir pour les générations futures. Donc vous voyez, il s'agit en fait de changement. Et ça ne concerne pas que le passé, le changement c'est hier et c'est aussi pour demain. Donc voilà en quoi les théories de l'évolution sont importantes. Alors les théories de l'évolution, ce n'est pas figé. Voici une vision assez rapide des évolutions, des théories de l'évolution depuis le temps de Darwin, et je peux vous dire que ce n'est pas quelque chose qui est un dogme, hein. Et en tant que scientifique, je vais vous dire une chose. Si jamais on trouve mieux que Darwin, on s'en débarrasse sans problème. Sauf qu'on n'a pas mieux. Et que ça fonctionne pas mal quand même. Alors évidemment, je comprends que beaucoup de personnes soient inquiètes vis-à-vis de cette théorie parce qu'il y a eu des dérives qui n'ont rien à voir avec Darwin. Je rappelle, nom d'une pipe, que c'est la famille Darwin qui décide que les jeunes filles doivent être éduquées comme les garçons. Et ouais. Et ce sont eux qui font abolir l'esclavagisme dans l'Empire anglais. Et oui. Hein, c'est pas tous ces couillons qui racontent que Darwin c'est l'origine du racisme, comme si on avait attendu que Darwin pour se foutre sur la gueule. Vous dites, oui, Darwin, c'est... Il y en a qui me disent ça, je dis, attends, Coco, les guerres de religion, Darwin n'était pas né. Hein. Donc, et puis quand je regarde les informations chaque soir, parce que là, je commence à m'énerver, moi, je ne veux pas beaucoup de conflits au nom de Darwin et de Lamarck. Hein. OK? Donc, faut revenir un petit peu à la raison. Hein. Donc, l'humain, c'est ça, c'est des fois cette incapacité de réfléchir sur les choses évidentes. Alors, les dérives, ça a été à droite comme à gauche, hein, ils sont aussi cons des deux côtés. Hein. C'était les théories du darwinisme social avec Herbert Spencer, que vous voyez en haut à droite, l'eugénisme, Francis Galton, le cousin de Darwin. Et il pensait bien faire à cette époque-là, il pensait bien faire, je vous assure. Et ça a donné quand même des choses pas très sympathiques. Et puis à droite, j'en ai parlé, et non, libéralisme de droite extrême, bien sûr, et la gauche, évidemment, toutes les théories strictement anti-darwiniennes ont été aussi les causes des grands malheurs de l'humanité. En haut, ça va donner le nazisme, en bas, ça va donner Pol Pot. Voilà, c'est aussi simple. Voilà, ça remonte là. Hein, je ne caricature pas, hein, je n'ai pas le temps d'entrer dans les détails. Donc attention, le racisme aussi, hein, le racisme scientifique, bien sûr, ne pas aimer l'autre sur la couleur de la peau ou sa différence, ce n'est pas d'aujourd'hui. Hein, mais derrière cela,
il y a eu une construction d'un pseudo-racisme scientifique avec l'homme qui est au sommet de l'évolution. Donc on retrouve le vieux schéma de l'échelle des espèces. Or, Aristote n'était pas raciste, mais qui a donné une vision raciste au moment où l'Europe domine le monde, et puis l'Occident est arrogant, domine le monde, et on a classé les autres hommes. Donc en haut de l'arbre, vous avez qui? Le gorille, le chimpanzé, l'orang-outan et le nègre, comme on disait à l'époque, le négro. Donc le XVIIIe siècle avait inventé le bon sauvage, le XIXe invente le primitif. Alors j'aime bien terminer ceci par un film hautement scientifique qui s'appelle Crocodile Dundee, où là le héros blond avec l'héroïne blonde rencontre un aborigène noir, et l'héroïne blonde demande à son copain blond, est-ce que je peux le prendre en photo? Tu sais, tu peux lui demander directement. Ok, je peux le prendre en photo? Ouais, vas-y. Donc elle le vise, l'aborigène dit, non, non, ok, elle leur vise, non, tu peux pas. T'as peur que je vole ton âme? Non, 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 il y a le cache sur ton icône. Et ouais. Et je vais être très clair, hein. Jusqu'à la génération de mes parents, en ce qui concerne les vôtres, ils sont tous racistes. Je suis désolé. On n'a pas le gène du racisme. Mais qu'on a été élevé sous l'image de Tintin au Congo, le fardeau de l'homme blanc de Rudyard Kipling, qui dit que l'Occident apporte le progrès et les lumières à l'ensemble des autres peuples qu'on met en esclavage, eh bien, qu'on a été nourri comme ça à l'école, ben voilà, le racisme nous semble normal. C'est ça aussi l'humain, chers amis. Donc il faut avoir conscience de cela. Ce n'est pas fustiger nos parents, ils ont été éduqués comme cela. Hein. Aujourd'hui, ils ont conscience de ceci. Et voilà pour les femmes. Ouais, ouais, l'évolution de l'homme, c'est pas les. Regardez l'image de gauche. La femme qui donne le sein, donc penchée vers la terre, vers les contingences, vers la nature. Les enfants, pareil, regardez, regardent vers la terre. Et l'homme est là, appuyé sur le rocher, avec son silex, et il est en train de voir la fusée Ariane. Eh bien ça, mesdames et messieurs, c'est le plafond de verre, qui explique pourquoi encore dans nos sociétés, les métiers de garçon, de la technique, d'ingénieur, surtout en France et en Europe, sont toujours mieux payés que les métiers du rapport à la personne, c'est-à-dire de la médecine, de l'enseignement, de la magistrature, vétérinaire, c'est-à-dire les métiers dans lesquels excellent les femmes, dans le rapport à l'autre. Mais comme on considère que c'est un fait de nature, et non pas un fait de culture et de technique, pourquoi les femmes seraient mieux payées? Vous voyez? On rigole un peu moins là. Hein, puis les femmes sont fragiles. Vous voyez, le mec, il a un arc de 500 grammes, l'autre derrière, elle est enceinte, 300 kilos sur le dos, mais les femmes sont fragiles, elles ne peuvent pas suivre. Donc, hein, c'est comme chez les Amérindiens aussi. Les mecs étaient à cheval sur les ponies, et puis les femmes. Voilà. On est tous pareils hein, dans toutes les cultures. Hein. Donc là aussi, vous voyez, hein, ça, c'est de l'humain qui est quand même pas très sympathique. Alors, pour la lignée humaine, on y va. On va aller très rapidement finir là-dessus. Darwin avait dit en 1871 que les origines de l'homme sont en Afrique. Alors aujourd'hui, vous savez que c'est l'Afrique. Alors des gens me disent, Monsieur Pic, vous êtes sûr que c'est l'Afrique? Moi je réponds, on a tellement tout fait pour pas que ce soit l'Afrique, qu'on peut être sûr que c'est en Afrique. Et on est allé à reculons, on a mis un siècle. Alors, on fait partie des primates. Hein, j'étais rapide tout à l'heure, il y a 200 espèces aujourd'hui, 120 espèces de singes, pour faire simple. C'est un groupe qui a toujours été extrêmement florissant. Et là, c'est un phénomène important qu'on appelle la coévolution. C'est quoi la coévolution? Je suis un arbre. Et là, évidemment, on est dans le lieu des arbres, dans cet institut botanique. Je suis un arbre. Alors, je suis content que des insectes viennent butiner mes fleurs. Donc, fécondent mes fleurs. Et quand la fleur est fécondée, ça donne des fruits. Donc, je suis content que des animaux viennent manger les fruits, des oiseaux et surtout les singes, qui, en mangeant les fruits, vont disperser les graines et les noyaux. Ce sont les jardiniers de la forêt. Par contre, je suis un arbre, touche pas mes feuilles. Donc les insectes ravageurs, eux, vont amener une évolution des produits chimiques secondaires, qu'on appelle les tanins, les strychnines, les alcaloïdes, toutes ces saloperies qui vous pourrissent la digestion. Et ça, c'est pour bloquer les insectes ravageurs, genre chenilles, etc. Et puis pareil, il y a des singes qui mangent des feuilles, dits folivores, et là aussi, ce sont des poisons qui limitent les ravages des feuillages. Alors les poissons, les insectes, etc., trouvent d'autres solutions, et puis les arbres d'autres, et voilà. Tout ça, c'est la course de la reine rouge. Donc c'est de la coévolution. Donc vous voyez, sur un arbre, vous avez des insectes qui sont les bienvenus, d'autres pas, des singes qui sont les bienvenus, d'autres pas. Et notre goût, là, notre appétence pour le sucré, bien, si vous avez des arbres qui produisent par variation, tout simplement, des fruits plus sucrés, et que les singes, eux, ont un palais qui favorise
une appétence pour le sucré, parce que c'est agréable, et bien du coup, ces singes vont favoriser ces arbres plus sucrés. Donc du coup, il y aura de plus en plus d'arbres plus sucrés. Et puis les singes vont développer de plus en plus d'appétence. Tout ça, c'est un système autocatalytique qui est hyper dépendant des uns ou des autres. Et un jour, je suis au Gabon, je vois les forestiers, les ingénieurs, je leur dis, ça va la biodiversité? Ils me disent, ouais, ils me décrivent les espèces d'arbres. Et j'ai dit les singes. Pourquoi? Parce que dès qu'il y a une saignée dans la forêt, ben, vous avez des routes, il y a du braconnage, c'est la viande de brousse, et les singes disparaissent. Je dis, ouais, les singes, comment ça va? Je dis, quoi, les singes? On s'en fout. Je dis, mais attendez les gars, c'est vous qui allez manger les fruits, les disperser en faisant caca? Les mecs n'avaient pas compris qu'ils perdaient leur forêt. Comme aujourd'hui, le problème des abeilles que vous connaissez bien. Donc voilà, ça sert à ça la biodiversité et la coévolution. Une des leçons importantes, c'est que la vision arrogante de l'évolution de l'homme qui nous a été inculquée à l'école, etc., qui voit l'homme transcendant et dominateur et arrogant, eh bien, elle a oublié cette coévolution. Et qu'en l'occurrence, c'est quand même important de rappeler, je vous ai parlé de l'importance de la biodiversité, mais la coévolution, ça veut dire que c'est un système de co-dépendance avec toutes les formes de vie qui nous entourent. Et c'est ça qu'il faut rappeler. Et là, en 2010, on était l'année de la biodiversité, à ma connaissance, mais je serai corrigé certainement par mes autres et puis des personnes dans cette salle si je me trompe, mais dans l'année de la biodiversité, j'ai rarement entendu ces aspects-là. Quelle est l'importance fondamentale de la diversité culturelle, biologique, domestique, et aussi de la coévolution entre ces systèmes écologiques. Donc ce ne sont pas les espèces qui évoluent, ce sont les communautés écologiques. Ce sont les communautés écologiques qui coévoluent, et ça, ce n'est pas une affaire d'aujourd'hui. Alors je parle de ça parce que je connais, mais c'est pareil pour les autres. Alors nous, les hominoïdes. Les hominoïdes, c'est quoi? C'est aujourd'hui les hommes, les chimpanzés, les gorilles et les orang-outans. Eh bien, regardez la famille, il y a 20 millions d'années en Afrique. Nous dominions dans toutes les forêts d'Afrique et nous occupons toutes les niches écologiques de 2 kg à 100 kg, comme ces proconsuls qui sont au sol. Certains commencent à suspendre, c'est le Morotopicus d'Ouganda, dont on vient de découvrir encore des fragments avec ma collègue, Brigitte Senu, du Muséum national d'histoire naturelle. Donc tout va bien dans le meilleur des mondes possibles. Notre aventure commence en Afrique, et même les singes vont se déployer sur l'Asie et l'Afrique. C'est la planète des singes de Pierre Boulle, qui a donné les films, donc la planète des grands singes. Elle a existé sur l'Afrique, l'Europe et l'Asie. Et donc nous sommes installés donc, sur l'Afrique et les franges méridionales de l'Eurasie. Voici le tableau reconstitué de l'Europe. Vous avez au milieu l'Oreopithecus. Tiens, il marche debout. Quand vous êtes un grand singe, vous savez, tant que vous êtes petit, vous pouvez vous déplacer sur les branches. Et quand vous commencez à être gros, il vaut mieux suspendre, se mettre sous la branche. Il y a 2 techniques. Le paresseux, alors là, pour la bipédie, c'est pas gagné. Ou alors, vous vous suspendez. Et nous, les grands singes hominoïdes, nous avons une cage thoracique étroite d'avant en arrière, large d'un flanc à l'autre. Évidemment, sur 2 par Dieu, ça se voit moins bien. Longues omoplates, longues clavicules, et on fait ça. Et ça, c'est pas apparu en mai 68. Ça fait 13 millions d'années. Et qu'on est habitué à suspendre, donc à être vertical, d'ailleurs, vous avez des fonctions que vous avez conservées, le fait que le gros intestin soit accroché derrière dans la cavité cœlomique, dans le ventre, pour faire simple, ça évite que le gros intestin écrase le petit intestin, ce qui est d'abord un gros qui attaque un petit, c'est pas sympa, mais ça gêne surtout la digestion. Bien. Ben, tout ça, ça vient du monde des arbres. Et c'est pour ça qu'en fait, c'est l'ébipédie et marcher debout fait partie de l'héritage de notre famille des hominoïdes depuis longtemps. Ben, eux vont disparaître vers 6 millions d'années parce que la Grande Bleue, la Méditerranée que vous voyez là, va s'assécher vers 6 millions d'années. Ce Gibraltar se ferme, etc. Donc, grandes conséquences écologiques. Sur l'Asie, vous avez une grande lignée dont il reste aujourd'hui que les orang-outans, énorme succès, dont le Yéti qui a existé, qui ne ressemblait pas d'ailleurs à un gorille, mais plutôt à un orang-outan. La lignée qui résiste, c'est la nôtre, sur l'Afrique. Et voilà, en fait, ce que je suis en train de vous dire, chers amis, c'est que notre lignée fait partie d'un groupe qui, par son histoire, est en voie d'extinction en termes de biodiversité. Et voilà le tableau de gauche, il y a 20 millions d'années, on connaît une centaine d'espèces d'hominoïdes, donc de notre lignée, des grands singes qui restent aujourd'hui. Et que se passe-t-il? Eh bien, c'est l'expansion des singes à queue, donc babouins, macaques et compagnie. On est aujourd'hui sur la planète des singes, mais la planète des singes à queue. Et ça, nous partons de 100 espèces connues, nous sommes plus que 5, eux partent de 2 connus, ils sont une centaine. Donc je peux vous dire qu'on a eu chaud. Pourquoi? Les mauvais gugus pour nous en Afrique, c'est les babouins. Les babouins vont prendre la place des australopithèques, de Lucie, etc. Donc vous voyez, quand on raconte l'histoire en fonction des communautés écologiques, c'est une autre aventure et qui a bien plus de signification. Alors du coup, nous, comment on s'en est sorti? Vous avez une photo de Cheetah, 3e tenant du rôle dans les films de Tarzan avec Johnny Weissmuller. Il est mort à 74 ans. Comme quoi Hollywood, ça conserve.
Et comment s'en est sorti? Dans la compétition avec les autres singes, c'est des stratégies tout à fait particulières qui sont encore les nôtres, qui font que nous allons à l'université, qu'on appelle l'employabilité aujourd'hui, c'est-à-dire qu'on s'en est sorti en déployant des stratégies qu'on appelle d'histoire de vie, qui consistent pour les femelles, à avoir un petit tous les 4 ou 5 ans, sevrage vers 4 ou 5 ans, éducation longue et espérance de vie de 40 à 100 ans. Eh bien ça, c'est les hommes, les chimpanzés, les gorilles, les orang-outans, et des espèces chez lesquelles on ne peut pas survivre sans des cultures, sans des traditions, sans les savoir-faire des générations précédentes. Ce qu'on appelle les espèces K, c'est des coefficients d'équation, j'en parle pas pour les spécialistes, ça vient de MacArthur et Wilson, 1975. Donc, derrière cela, du coup, quand vous prenez l'histoire depuis le début, et non pas, comme on l'a fait jusqu'à présent, partir de l'homme pour retrouver nos racines, quand vous partez du bas de l'arbre de l'évolution, vous avez une autre perspective radicalement différente et qui montre que bien des caractéristiques qu'on croyait exclusives à l'homme, eh bien, émergent à différentes époques depuis beaucoup plus longtemps. Eh bien, effectivement, ce n'est pas un hasard, en effet, que si on retrouve notamment chez les chimpanzés, ce qu'on va voir, des notions de culture ou autres. Alors, qu'est-ce qu'on sait aujourd'hui? Le cadre phylogénétique, c'est la relation de parenté. Il est évident que si j'étais venu avec mes amis chimpanzés, gorilles et orang-outans sur cette scène, vous vous diriez que Pascal Pic ressemble à ces grands singes, ça d'accord? Mais vous diriez quand même qu'ils se ressemblent plus entre eux qu'à Pascal Pic. Et pourtant, la génétique nous dit, maintenant depuis une trentaine d'années, et avec le séquençage du génome, ça se confirme évidemment, que en fait, les chimpanzés et les bonobos sont nos frères d'évolution, et que nous avons un dernier ancêtre commun, le DAC, qui évidemment est une espèce fossile. Donc, vous voyez, et du coup, on a une vision complètement différente quand on part du bas de l'arbre. C'est une image très forte. Quand vous êtes en haut d'un arbre et que vous redescendez par le chemin par lequel vous êtes monté. Mais vous êtes plus souvenu que quand vous étiez en bas de l'arbre, vous ne saviez pas par où passer. Or, on a toujours raconté l'évolution du haut vers le bas. Là, je vous raconte l'histoire du bas vers le haut, et vous voyez que la perspective est radicalement différente. Alors, comment était le dernier ancêtre commun? Eh bien, c'est le plus grand dénominateur commun des hommes et des chimpanzés. Donc, vous voyez, les relations de la génétique nous montrent bien ça, que les chimpanzés et nous sommes très proches dans la nature actuelle. Et pour reconstruire ce dernier ancêtre commun, il fallait voir les chimpanzés. Et bien, entre Darwin et moi, personne ne l'avait fait. Quand même fortiche, hein. Alors, qu'est-ce qu'on sait avec les chimpanzés? Eh bien, ils partagent 99% de leur ADN avec nous. On vous laisse 1% pour vous laisser respirer. Ils ont les mêmes systèmes sociaux que nous, c'est-à-dire des groupes multimâles, multifemelles, plusieurs mâles adultes avec plusieurs femelles adultes, avec leurs enfants. Ils vivent dans des grands territoires, ce sont des communautés, comme on les appelle. Et quelque chose d'étonnant, c'est que chez les chimpanzés, au moment de l'adolescence, ce sont les femelles qui s'en vont pour se reproduire, alors que les mâles restent ensemble. En fait, c'est la règle inverse chez toutes les autres espèces. Ce sont les femelles qui restent ensemble et les mâles qui s'en vont à l'adolescence. Il n'y a jamais d'inceste chez les animaux. Et seule exception, ça c'est peut-être la mauvaise nouvelle, mesdames, c'est que nous faisons partie des espèces assez rares chez lesquelles les mâles restent ensemble toute leur vie et les femelles se dispersent à l'adolescence. Ce sont aussi des espèces de fusion-fission. Nous sommes capables de nous séparer pour nous livrer nos activités, en l'occurrence chercher de la nourriture, et de nous retrouver pour des actions sociales, et évidemment pour des actions affectives, ou simplement se foutre sur la gueule, parce qu'on aime ça aussi. Donc, et ça, c'est fusion-fission. Donc, on est capable de se séparer et de se retrouver. Moi, j'ai quitté ma famille il y a 3 jours pour venir vous voir. Quand je vais rentrer, je n'ai pas envie de renégocier ma place auprès de ma femme, des gosses, du chien, des chevaux, vous voyez ce que je veux dire. Alors, il vaut mieux avoir des codes. Ce sont des espèces aussi frugivores et omnivores. Les chimpanzés sont d'excellents chasseurs. Ils vivent dans différents systèmes écologiques, mais il y a toujours des arbres, mais ça peut être des savanes arborées. Ils utilisent 70 types d'outils, ils ont des cultures, il y a de l'éducation, ils marchent debout, surtout les bonobos. Ils chassent, j'ai dit, ils partagent la nourriture, ils pratiquent la copulation face à face, c'est-à-dire qu'il y a des choix de partenaires, même les chimpanzés, il n'y a pas que les bonobos. Je me suis dit, il y en a qui veulent être incarnés chez les bonobos. Bon, allez-y, la copulation, c'est 6 secondes. Moi, je vais chez les orang-outans, c'est plus sympa. Donc, alors, les chimpanzés font de la politique, c'est-à-dire que ce n'est pas le pouvoir du plus fort, c'est la capacité intelligente de monter des coalitions. Et s'il y a de la politique, il y a du mensonge, même chez eux. L'empathie, de la sympathie, des notions de morale, communication symbolique. D'ailleurs, c'est une équipe québécoise, en 1997, qui avait... On ne s'était pas posé la question pourquoi les chimpanzés apprenaient d'autres langages. Bah oui, ils ont une aire de braca comme nous, vous voyez, c'était tout con. Donc voilà, simplement, on n'y avait pas pensé. Les chimpanzés rient, ouais. On a fait un gag un jour avec les chimpanzés. Il y a un gars au zoo d'Arnhem où j'ai filmé les chimpanzés. Il arrive avec une tête de léopard. Les chimpanzés reculent. Il trouve que le léopard ne bouge pas trop.
Il commence à arriver avec les caillasses et les bâtons. Et l'autre, l'animalier, il enlève son masque, et puis ils se reconnaissent par les visages, même entre espèces. Et la chimpanzé, ils font ça. Oh. Et puis il y a Mama, qui est la femelle des chimpanzés, c'est une femelle dominante. Les mâles dominants passent, mais elle est toujours là, Mama. Et Mama se tourne vers nous et elle fait Voilà. Les chimpanzés pleurent, ils ont des comportements autour de la mort. Vous allez me dire, qu'est-ce qu'il nous reste? Merde, il est en train de nous démonter tout ce qu'est l'humain. Mais non, chers amis. Non, 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 non. Ce qui a été humain, c'était par arrogance ignorer les espèces les plus proches de nous, si ce n'est les autres, évidemment. Qu'est-ce qui est là? Ce n'est pas nous qui donnons des chimpanzés, c'est les chimpanzés qui rentrent dans la sphère de ce qu'on a cru être exclusivement l'humain. Et aujourd'hui, c'est plus l'homme, c'est la bipédie, mais qu'est-ce qu'une bipédie humaine? Et là, je peux vous dire, notre bipédie, elle a été extraordinaire. Qu'est-ce que la culture humaine? La culture humaine, bien sûr, ce n'est pas les cultures des chimpanzés, mais ça n'empêche pas qu'ils en ont. Hein. Donc, on a un même héritage commun qui est extrêmement élaboré, et eux sont devenus des chimpanzés, et nous des hommes. Hein. Qu'est-ce qu'une société humaine? Qu'est-ce qu'une culture humaine? Voilà. Alors, qu'est-ce qui reste de l'humain? Ben, je vais vous en dire quelque chose, mais évidemment, je n'ai aucune difficulté, et vous non plus. Hein. Y a un chimpanzé qui est à côté de moi, je pense que vous ne feriez pas la confusion avec moi. Même si je suis un maudit français. Donc, vous voyez, eh bien ça fait même pas 15 ans qu'on s'est aperçu de cela, et je peux vous dire que, vous pouvez voir mes bouquins, ça fait 20 ans que je dis que marcher debout n'est pas le bon critère, et évidemment, le fossile d'Ardipithecus ramidus qui a été annoncé en 2009, année Darwin, a montré qu'enfin j'avais raison, mais à la limite, en science, on s'en fout d'avoir raison, c'est que les connaissances avancent, mais il se trouve que là-dessus, j'avais raison, et donc marcher debout n'est pas le bon critère, mais il y a d'autres critères, évidemment. Donc vous voyez, c'est une question de vision. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Ça, c'est l'Isaac Story d'Yves Coppens, hein, qui dit que notre origine était à l'est de l'Afrique, sauf qu'aujourd'hui, on ne sait plus trop, mais après tout, c'était une très très belle hypothèse. Entre Darwin et Coppens, personne n'avait fait de modèle aussi cohérent, je le rappelle. Et aujourd'hui, voici les 3 candidats autour des origines de la ligne humaine. En haut à gauche, c'est Toumaï ou Sahelanthropus chadentis, qui pour l'instant est le meilleur candidat à l'origine de la ligne humaine, c'est-à-dire au moment où on se sépare de celle des chimpanzés. Hein, donc, voilà. Vous avez au Tchad Ororhynth tungenensis, qu'on ne sait plus trop au mètre, et puis Ardipithecus ramidus, que j'évoquais tout à l'heure, qui lui, évidemment, nous vient d'Éthiopie. Il est un peu plus jeune, et la surprise, évidemment, c'est qu'il marche debout. Or, ça faisait quand même pas mal d'années que plusieurs chercheurs, dont moi, disions sur les caractères crâniens et dentaires que Ardipithecus était beaucoup plus proche des chimpanzés. Et la surprise, évidemment, c'est qu'il marche debout. Et en fait, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que nous, on a perfectionné la marche debout, et que les grands singes l'ont plus ou moins perdu, sauf les bonobos. Vous voyez, ça change complètement la perspective. Donc voici Toumaï à droite, Ororhynth à gauche, donc voilà où on en est aujourd'hui. Je n'ai pas le temps d'entrer dans les détails, mais ça ne me pose aucun problème, hein. Je peux vous tenir pendant 3 jours là-dessus. Voici Ardipithecus, donc, qui marchait debout. Vous avez vu comment il est. Vous avez vu les paluches? Là, vous prenez une tarte. Là, je veux dire, il était temps que Dolto arrive. Hein, donc, ensuite, c'est la radiation des australopithèques, parce que qu'est-ce qu'on a découvert depuis 20 ans, notamment l'équipe française? Parce que là-dessus, on est quand même bon. On est très mauvais en éthologie en France, mais par contre, sur les fossiles, là, on est très bon. Et là, il y en a qui rigolent, ils disent, dès que c'est vieux, ils sont bons en Europe. Voilà. Oui, j'ai bien compris. Alors, là aussi, on a vu 3 candidats autour du dernier ancêtre commun dans la tranche 5-7 millions d'années, et né maintenant dans la tranche 4-2 millions d'années, pour faire simple. Et là, on a qui? Les australopithèques. Lucie n'est plus toute seule, c'est le bal des australopithèques. Lucie est sur l'Éthiopie et une partie du Kenya, donc Australopithecus afarensis. Un petit peu au sud, il y a Australopithecus, ils sont là, je crois d'ailleurs. Voilà. Anamensis, qui date de 4 millions d'années, qui marchait mieux que Lucie, mais qui avait une face plus archaïque. Il y avait aussi Australopithecus, voilà Lucie d'ailleurs, avec son petit copain. Vous avez vu le pervers comme il la suit? Là, c'est une reconstitution des traces de pas de la Étolie. Une petite fille, ma discipline est merveilleuse, c'est la seule discipline où la petite fille est plus âgée que la maman. Parce que cette petite fille, qu'on appelait Selam, a été ensevelie il y a 3,2 millions d'années, et Lucie, c'est 3,1 millions d'années, mais bien sûr, c'est la même espèce. Australopithecus Bar El Ghazali, donc lui, par contre, on ne sait pas comment il marche, mais certainement pas comme ce vieillard. Alors voilà encore une image hallucinante. J'y vais pas. Et comme le disait Darwin, parce qu'on l'a toujours pas lu celui-là, quand vous êtes au sol, vous êtes à 4 pattes ou sur 2 pattes. Hein. Pas l'espèce de couillon là. C'est quoi ça? Bah ouais, là on se marre quand je le dis comme ça, mais on gobe ce truc. Donc lui, il avait une face courte, voilà. On a la face longue. Oups.
Kenyanthropus platyops. Alors lui, il a une face plate, ça veut dire platyops. Donc le gars, grosso modo, il s'est pris un baobab. Et par contre, il a un gros cerveau, on ne sait pas comment il marche. Il marchait tous debout. Afrique du Sud, Africanus, donc les premiers découverts d'ailleurs, qui marchent à peu près comme Lucie, mais qui sont plus évolués du crâne avec un plus gros cerveau. Et le dernier annoncé il y a 2 ans et surtout l'année dernière, qui est donc, non, cette année même, Australopithecus sediba d'Afrique du Sud. Ça nous en fait 5. Notre famille a un énorme succès. On marche des forêts et des savanes, mais ils sont toujours près des arbres. La devise, c'est toujours jamais loin de mon arbre. Hein. Donc, ils ne sont pas dans les milieux, ils ne sont pas dans les savanes ouvertes, évidemment. Et ils ne dépassent pas les 1,20 m, les 1,30 m. Il y a des changements climatiques qui interviennent. C'est Yves Coppens qui avait mis ça en évidence, il faut le rappeler. Et derrière cela, ce n'est pas l'homme qui apparaît, c'est les premiers hommes. Et là, on est très embêtés parce que je peux vous dire, nous sommes à la recherche d'une définition de l'homme, même pour les fossiles. Et là, vous voyez la diversité de cette époque, avec les outils de pierre taillée. Eh bien ça, je devrais le modifier parce qu'on croyait que les premiers outils de pierre taillée étaient consubstantiels des premiers hommes vers 2 millions d'années et 2,5 millions d'années. Et bien là, maintenant, on sait que ça remonte du temps de Lucie. Donc même ça, on ne l'a même pas inventé, nous, les hommes. Comme quoi, vous voyez, c'est extraordinaire. Et on reconstitue qu'effectivement, à cette époque-là, grâce à l'archéologie, donc, ils avaient des techniques de fabrique de la pierre qui impliquaient la dextérité, donc la main droite, et qui correspond au schéma qu'on a du cerveau sur la gauche, donc la paléoneuroanatomie, les chaînes opératoires reconstituées par les archéologues nous montrent qu'effectivement, ces techniques sont beaucoup plus anciennes qu'on l'imaginait. Donc ces hommes, en fait, ne sont pas de vrais hommes, ne sont pas de vrais hommes. Et en fait, évidemment, ils mangent de plus en plus de viande, mais tout le monde mange de la viande. Les australopithèques le faisaient, on le sait, les chimpanzés le font encore. Et là, ils sont charognards. Vous allez dire, c'est dégueulasse. Mais quand vous allez chercher la viande chez votre boucher au supermarché, c'est vous qui avez tué la bête? Hein? Vous êtes des charognards. Et vous faites comme eux, vous surveillez la date limite de consommation. Ah oui, parce que nous, on ne peut pas digérer la viande avariée. Voilà, vous voyez, comme quoi. Hein. Et les vrais hommes, c'est Homo ergaster. Homo ergaster, alors lui, c'est le magnifique squelette de Nariokotome. En dessous du crâne, il est comme nous. Au-dessus, il n'est pas tout à fait comme nous, mais enfin, chacun ses goûts. Et donc là, pour la première fois, on a vraiment celui qui va s'affranchir du monde des arbres. Et le genre Homo, le genre humain, c'est ça. C'est cette caractéristique de s'affranchir du monde des arbres. L'homme est le premier grand singe, coureur, capable d'aller dans les savanes ouvertes, et qui, depuis l'Afrique, évidemment, va se disperser dans 3 régions du monde. Donc, depuis l'Afrique, et surtout, c'est ça l'humain, chers amis. Voilà ce qui nous reste. Cet outil qui est à droite, bien sûr, vous pouvez vous dire qu'il a été fabriqué pour pénétrer le flanc d'un animal. Mais on ne fait pas un objet comme ça pour son efficacité. Vous avez là, en fait, des techniques de taille qui obligent, d'un point de vue cognitif, d'employer des aptitudes cognitives qui sont tout à fait identiques à celles du langage. Et aujourd'hui, l'imagerie médicale nous montre que quand je fais un outil, quand je pense un outil ou quand je parle d'un outil, ce sont les mêmes régions qui s'activent. Et là, vous retrouvez les techniques de taille de la pierre, j'en ai parlé dans un livre sur les origines du langage, vous retrouvez les mêmes aptitudes cognitives. Donc voilà comment on arrive à avancer. Et donc le langage, certainement, d'une manière plus simple, existait auparavant, déjà chez les autres hommes qu'on appelle homo habilis, mais qui ne sont pas vraiment des hommes. Enfin, on est plusieurs à penser cela, enfin même nombreux d'ailleurs. Et là, vous avez le feu et vous avez l'invention de l'esthétique, de la recherche de la beauté. On a un biface comme ça qui a été taillé dans lequel on trouve en plein milieu un magnifique coquillage fossile, ils l'ont préservé. Et on sait qu'ils utilisent des colorants. Donc j'ai dirigé un livre avec mes collègues qui s'intitule 100 000 ans de beauté, qui est chez Gallimard. On s'aperçoit que justement, peut-être que ce qui fait l'humain, chers amis, c'est ça. Une bipédie plus humaine, bien sûr, des cultures plus humaines, tout ça, évidemment. On l'a chez les autres, mais nous, on l'a plus développé, ça on est d'accord. Mais il y a quelque chose de nouveau qui arrive là. C'est justement ce qui nous a réunis ce soir. Cette nécessité de créer des mondes esthétiques, symboliques, des mondes de narration, des mondes de représentation, des mondes dans lesquels on modifie notre corps. Nous sommes la seule espèce qui modifie son corps avec les colorants, les maquillages, les tatouages, les coiffures, etc. Toujours des systèmes de modification. Nous sommes une espèce qui transforme le monde à la fois par ses techniques et ses représentations. Et ça, pour l'instant, on n'a pas chez les autres espèces. Donc voilà ce qu'est l'humain. Ce long voyage que je vous ai convié ce soir, mais il émerge là. Le genre Homo, bien sûr, on a quelques critères anatomiques sur les molaires, sur le crâne, sur la base du crâne, sur la morphologie, la physiologie, bien sûr, on a tout cela. Mais surtout, la grande nouveauté, c'est ça. C'est l'homme, comme disait l'éthologue von Exkull, l'homme est
un fabricant de monde, de construisons ce monde. Donc nous sommes à partir de là dans des mondes symboliques et aujourd'hui nous sommes encore, comme vous le savez, nous sommes les héritiers de cela. Cet homme va se déployer sur 3 continents. Voici les hommes de Manici, qui sont d'ailleurs, qui nous embêtent pas mal, je peux vous le dire à bien des égards, trouvés en Géorgie, qui date d'1,7 million d'années. Entre 1,5 million d'années et 700 000 ans, on sait que les hommes se déploient, mais on ne sait pas combien on a d'espèces, c'est très difficile à suivre sur les fossiles. Et voici le tableau qui vient d'émerger ces dernières années. Nous sortons d'Africa, donc out of Africa. Et premier paradoxe, chers amis, au moment où le genre Homo, qui je le rappelle, est dans la perspective des hominoïdes, qui est un groupe qui est en voie d'extinction, hein, on est toujours dans ces situations-là, eh bien, vous voyez, entre 1 et 2 millions d'années, tous les autres représentants de la lignée africaine s'éteignent, notamment les descendants de Lucie, qu'on appelle les paranthropes, je n'ai pas eu le temps d'en parler. Et nous, premier paradoxe de notre aventure, chers amis, un seul genre survit, le genre humain, mais sur 3 continents. Donc un seul genre, mais sur 3 continents. Et voilà le schéma qui se définit pour la fin de la préhistoire, donc j'ai presque terminé. Sur l'Asie va se déployer un groupe qu'on va appeler les Homo erectus, qui donnera les hommes de Java, qu'on appelle les hommes de Solo, qui sont très dérivés. Et là, un petit groupe, c'est très controversé, va partir par radeau certainement sur l'île de Flores, et ça donnera les Lilliputiens qu'on appelle les hommes de Flores. Sur l'Afrique et l'Europe et le Proche-Orient entre les deux, vous avez un tronc commun qui est Homo heidelbergensis, et sur l'Europe et l'Asie occidentale, nous aurons les hommes de Néandertal, qui se séparent vers 500 000 ans. Sur l'Afrique, ce sera nous. Tous les hommes et les femmes aujourd'hui sur cette terre viennent d'Afrique, depuis 60 000 ans au moins. Et puis, on a découvert, c'est extraordinaire ce qui se passe chez nous. Nos collègues d'il y a 2 ans à peine découvrent une petite phalange au sud de l'Altaï, en Sibérie. Et cette phalange, on sait qu'elle est humaine. On sait que c'est une phalange de femmes. On ne sait pas si elle est Néandertal ou Cro-Magnon. Cro-Magnon, c'est vous et moi. Et Néandertal, il est dans le coin, parce qu'ils cohabitent. Et surprise, on extrait de l'ADN et on sait qu'on a une autre lignée humaine dont on ignore la morphologie. Donc imaginez que sur cette terre, chers amis, nous aurions fait cette conférence il y a 40 000 ans, mais le biodôme n'était pas là. Il y aurait dans cette salle des hommes et des femmes de Néandertal, des hommes et des femmes de Solo, des hommes et des femmes de Flores, qu'on aurait mis au premier rang parce qu'ils ne verraient rien. Nous, les Homo sapiens, il y avait 4 à 5 espèces d'hommes. C'est absolument fait. On ne pouvait pas se reproduire avec eux. Alors, sauf qu'on sait qu'évidemment, les hommes et les femmes, mais de différentes espèces, hein, ils essayent. Et c'est pour ça qu'on sait maintenant que tous les noms africains dans cette salle ont 2 à 4% d'ADN de Néandertal. Les rugbyman sont à 10%. Les hockeyeurs, je ne sais pas trop. Non. Une fois que je disais ça, il y avait un rugbyman, j'ai fait gaffe quand même. Donc voilà. C'est pour ça que j'ai mis un cœur, c'est tout couillon, hein, je vous l'accorde, mais c'est ça. Donc, et aujourd'hui, on sait que par exemple, les populations d'Asie orientale et surtout d'Océanie ont de l'ADN de Denisova. Donc nous sommes en train de découvrir combien notre monde humain, alors qu'aujourd'hui, il n'y a qu'une seule espèce sur cette terre, a été d'une grande diversité. Et alors, je suis agacé, parce que dans la littérature anglo-saxonne, ils disent le primate humain et le primate non humain, pour ne pas dire homme et singe. C'est un peu couillon quand même. Ça m'énerve. En plus, l'humain n'est même pas défini, alors que c'est un concept philosophique qui n'a rien à faire en biologie. Et puis surtout, je suis très agacé, parce qu'une tradition qui est plus marquée dans le monde, dans l'anthropologie anglophone, mais bon, elle est aussi elle est diversifiée comme la francophone, mais qui consiste à dire que Néandertal, c'est les disparus, c'est un gros couillon. Or, Néandertal a un plus gros cerveau que nous, il enterre ses morts, il est tout aussi évolué que nous. Et personne n'aurait pu dire, il y a 40 000 ans, qu'il allait survivre. C'est absolument impossible. Dès que vous partez du bas de l'arbre, vous avez une autre perspective, une fois de plus. Et derrière cela, hein, moi, comme ce que j'aime à dire, c'est qu'on a plusieurs espèces biologiques, donc on ne pouvait pas se reproduire avec eux. Vous allez dire comment ça se fait qu'on a de l'ADN. Ben oui, parce que quand 2 lignées se séparent, il y a de l'ADN qui peut encore se transférer entre les deux. Mais une fois qu'elles se séparent, qu'elles divergent de plus en plus, après c'est fini. C'est comme ça que ça se passe en biologie de l'évolution. Et derrière cela, ce qui est très important de rappeler tout de même, c'est qu'ils sont tous aussi humains. Tous enterrent leurs morts. Tous ont des bijoux, des colorants. Donc on a une seule humanité composée de plusieurs espèces humaines biologiques. Une fois que vous avez dit ça, tous les racismes, toutes les exclusions n'ont plus aucun sens, bien évidemment. Voici cet homme de Néandertal, qui est la lignée certainement la mieux connue d'hommes, même par rapport à la nôtre au niveau fossile. Néandertal enterre ses morts, c'est le premier architecte, il a des parures, ça c'est découvert récemment. Hein. Il invente des outils extrêmement complexes, ce qu'on appelle une technique de moustérien, enfin je ne rentre pas dans les détails. Et puis nous, les Homo sapiens, on va se déployer depuis l'Afrique. Et là, vous voyez les hordes
Homo sapiens, c'est les nôtres, vont sortir du Proche-Orient vers 60 000 ans. Et là, les fossiles nous racontent des choses, mais c'est surtout la génétique et la linguistique qui prennent le relais. Et nous allons cohabiter. Donc voilà Alain Chaval qui a 20% d'ADN de Néandertal. Sébastien Chaval. Et là, Cro-Magnon qui est à droite et Néandertal à gauche, nous sommes contemporains pendant plusieurs milliers d'années, et d'ailleurs peut-être plus qu'on ne le pensait d'après des données qui ont été publiées la semaine dernière tout simplement, et nous sommes contemporains de la grotte Chauvet, où vous avez ces lions et ces perspectives magnifiques. Oui, on attribue tout toujours à nous, mais on n'est pas certain que Néandertal n'ait pas mis sa patte là-dedans. Bon, pour l'instant, on va rester sur le schéma classique. Alors du coup, on se dit, ah, si on a survécu, c'est qu'on a été meilleur. Bon, non, c'est rien. On n'en sait rien à l'époque, sauf qu'on est là maintenant. Et aujourd'hui, Homo sapiens, qui s'ancre sur l'Afrique, voici un fossile qui date de 200 000 ans, 220 000 ans, si je ne me trompe, qui vient d'Afrique orientale, l'homme de Kwabé. Donc on sait qu'Homo sapiens, ça vient d'Afrique. Et puis vers 60 000 ans, on va se déployer, vraiment, comme j'aime à dire, comme une traînée d'ocre, et se répartir dans le monde. On va cohabiter pendant des milliers d'années avec Néandertal, et Néandertal va finir par disparaître. On va cohabiter avec Denisova. Là, on ne sait pas trop comment ça s'est passé, mais en tout cas, ils ont disparu. Solo, pareil. Flores, pareil. Et puis, nous allons aller vers les nouveaux mondes, chers amis. Et comment on suit cette histoire ? On la suit avec les gènes et les langues, puisque les peuples se déplacent avec leurs gènes et leurs langues. On sait que, par exemple, là où nous sommes, il y a eu 3 vagues amérindiennes qui sont arrivées, qu'on constitue avec les langues nadénées, les langues austronésiennes, et puis je ne sais plus les autres, celles des Inuits. Je ne sais plus comment on les appelle. Donc, voilà. Donc, parce que les peuples se déplacent avec leurs langues et leurs gènes. Et qu'est-ce qui fait que nous avons un tel succès ? C'est ça l'humain aussi, chers amis. Depuis 2 millions d'années, nous avons des capacités de nous représenter le monde, etc. Mais qu'est-ce qui fait qu'on va en Australie ? Qu'est-ce qui fait qu'on va en Océanie ? Qu'est-ce qui fait qu'on va en Amérique ? On n'y va pas parce qu'on a faim, comme l'immigration qu'a donné l'arrivée des peuples occidentaux ici. L'Australie, on ne peut jamais y aller à pied sec. C'est parce qu'ils ont un ensemble de croyances communes, de convictions, de visions du monde, qui font que des hommes et des femmes vont construire des bateaux. Alors attendez, ça fait 100 000 ans qu'on navigue. 100 000 ans, ça c'est des données qu'on a depuis quelques années. Ça fait 100 000 ans que nous naviguons. Donc on croyait que l'homme arrivait à pied, mais il se déplace très vite en bateau. Et qu'est-ce qui fait que vous allez par-delà l'horizon ? C'est-à-dire il y a toujours 80 km de mer entre le continent asiatique et l'Australie. C'est parce que vous avez un ensemble de croyances communes, la même façon que les premiers pilgrims sont venus en Amérique, la même façon, déjà, vous voyez, c'était déjà dans nos têtes d'Homo sapiens il y a plus de 70 000 ans, au moins 50 000 ans, certainement 70 d'ailleurs. Et c'est ça l'homme, cette capacité d'affronter l'inconnu absolu en raison de croyances et de valeurs communes ou de convictions communes. Et ça, nous avons réalisé ce qu'aucune espèce n'a jamais réalisé. Vivent dans tous les écosystèmes de la Terre. Aucune espèce n'a jamais réalisé cela. Donc ça, c'est l'immense succès d'Homo sapiens. Mais voilà, madame, et voilà, monsieur, le prix à payer aujourd'hui. Notre succès, c'est payé par l'extinction de toutes les espèces les plus proches de nous, en termes de parenté et de complexité. Hier, les autres hommes, plus récemment, les grands mammifères. D'ailleurs, l'extinction des grands mammifères d'Amérique du Nord avec les premiers Amérindiens, c'est un sujet tabou pendant longtemps. L'idée que, vous savez, les Amérindiens vivaient en parfaite harmonie avec la nature. Et l'homme, dès qu'il est quelque part, il fout le bordel, de toute manière. Parce que nous sommes une espèce qui était extrêmement invasive, que vous le vouliez ou non. Et aujourd'hui, c'est l'extinction des grands singes les plus proches de nous. Et surtout, ce qui est important, on pense, c'est un article qui a été publié l'année dernière, que l'extinction des mégafaunes, enfin des grands mammifères d'Amérique du Nord par les premiers Amérindiens, est peut-être la cause d'une extinction, d'une glaciation, en tout cas favoriser une glaciation. Donc déjà, c'est la 6e extinction, c'est-à-dire le succès du genre Homo depuis des dizaines de milliers d'années est sanctionné par l'élimination des grandes faunes les plus proches de nous. Alors à l'époque, ils ne savaient pas, mais aujourd'hui, on commence à savoir. Et donc voilà, on est en train d'éliminer, c'est la 6e extinction, nous sommes 7 milliards d'hommes, mais avec de moins en moins de biodiversité, à la fois culturelle et naturelle. Et ça, vous voyez, vous l'avez compris maintenant, ça va être un sacré enjeu d'avenir. Alors, je ne suis pas là pour moraliser, le tout, on est ici avec mes collègues, avec vous, pour essayer de réfléchir là-dessus. Et ça, c'est un livre que je suis en train de finir, qui s'intitule « Si Charles Darwin et Claude Lévi-Strauss partaient faire un grand voyage, s'ils repartaient aujourd'hui, on a tellement éliminé la biodiversité naturelle, domestique, et aussi, c'est ça qui est important, et Claude Lévi, Darwin, c'est pas ce que vous croyez. Darwin, déjà en 1847, dans ses carnets de voyage, il dit déjà, partout où l'homme blanc est arrivé,
c'est l'élimination des espèces sauvages, c'est l'élimination des autres cultures. Il n'est pas question de moraliser, de fustiger. À l'époque, ils ne savaient pas. Aujourd'hui, nous le savons. Il faut que nous réagissions. Et là, voilà cette belle phrase de Claude Lévi-Strauss, hein, qui dit aussi la seule chance offerte à l'humanité serait de reconnaître que devenue sa propre victime, cette condition la met sur un pied d'égalité avec toutes les autres formes de vie qu'elle s'est employée et continue de s'employer à détruire. C'est une conférence qui n'a pas du tout été publiée, que je vais publier dans mon prochain livre. Donc voilà ce que nous dit l'évolution, chers amis. Ce n'est pas que le passé, ça nous dit comment bouge le monde. On voit bien que ce qui fait l'humain depuis 2 millions d'années, c'est nos systèmes de représentation par rapport au monde qui a donné les choses les plus extraordinaires, nos plus belles créations artistiques, esthétiques, culturelles, poétiques, musicales. Ça, c'est indéniable. Mais attention, ces représentations du monde aussi peuvent être nos pires ennemis puisqu'elles nous amènent à ne pas percevoir, évidemment, que la nature est toujours là, qu'on en fait toujours partie et que l'homme, aujourd'hui, est le troisième facteur, aujourd'hui devenu le plus important, des changements qui sont en cours. Et que là, Jean-Paul II, quand même, franchement, on ne peut pas accuser Jean-Paul II d'être un protagoniste des théories de Darwin. Et là, vous voyez, hein, la plupart des grandes religions, même l'islam, etc., ont très bien compris ce qu'est l'évolution. Et comme disait Darwin, n'y a-t-il pas une véritable grandeur dans cette manière d'envisager la vie? Donc voici ma dernière diapositive. La science, comme le dit ce cher Michel Serres, a appris que nous sommes tous unis, toutes les populations humaines actuelles, dans un même creuset originel, et qu'aujourd'hui, nous sommes tous unis dans un avenir commun. Et ça, c'est vraiment le titre du document fondateur du développement durable, hein, notre avenir à tous. Mais allons plus loin. Qu'est-ce qu'on met dans ce tous? Que les populations occidentales, que toutes les populations humaines, les autres espèces, ben c'est ça qui nous appartient aujourd'hui en tant qu'humains, de regarder avec plus d'humanité tout ce qui nous entoure. Et si on est capable de maintenir les diversités, de maintenir la coévolution déjà bien entamée, et bien je crois que le demain sera beaucoup plus humain. Et voilà comment les théories de l'évolution, pas toutes seules bien sûr, peuvent y contribuer. Et je vous remercie. Merci.